Voilà, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire qui se focalise aujourd'hui sur la construction hors site. Je vais vous demander de bien vouloir couper vos micros et caméras pour avoir une session la plus qualitative possible aujourd'hui. Sachez également que cette session est enregistrée. L'idée, c'est de pouvoir la diffuser la plus largement possible, notamment via notre canal YouTube. Donc, si vous avez des questions pendant ce webinaire, n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité du chat, à nous les écrire à tout moment pendant les différentes interventions. Et nous avons prévu un temps de questions-réponses à la toute fin de la session. Alors, un petit rappel du programme de cette session. Cap Construction va d'abord faire une petite introduction sur le cadre dans lequel se déroule ce webinaire et également comment les entreprises wallonnes du secteur de la construction se constituent actuellement en filière hors site. Puis nous aurons la présentation de Pierrick Martin de Hors Site Conseil qui va se focaliser sur le rôle des maîtres d'ouvrage publics et privés dans la constitution d'une filière hors site. Nous aurons ensuite l'intervention de Cédric Leray, DGA du groupe Polylogie, qui va nous décrire le parcours de transformation d'un donneur d'ordre public-privé vers des projets en hors-site. Et enfin, Paul Sachot, directeur innovation chez Est Métropole Habitat, qui va nous décrire deux projets concrets avec des retours d'expérience qui ont eu recours au hors-site. Et enfin, on terminera par une session de questions-réponses. Alors, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Pauline Bruges, je travaille pour le cluster Cap Construction. Donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore Cap Construction, c'est le cluster wallon de la construction wallonne. Nous représentons l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur et nous avons été créés à l'initiative de 4 fédérations métiers, à savoir l'UPSI pour les promoteurs immobiliers et gestionnaires de bâtiments publics et privés, Nbuild pour les entreprises de construction et installateurs HVAC, BMP PMC pour les producteurs et fabricants de matériaux, et enfin l'Union wallonne des architectes pour les concepteurs, architectes et bureaux d'études. Et donc l'objectif de ces fédérations en créant le cluster, c'était de favoriser les discussions intermétiers, et c'est toujours notre cœur de métier aujourd'hui, ainsi que de favoriser la collaboration, les opportunités de projet, et donc, in fine, favoriser le développement économique du secteur de la construction en région wallonne. Pour finir sur le cadre un petit peu euh, qui, qui cadre l'existence du cluster Cap Construction. Nous avons un décret du gouvernement wallon qui acte notre existence et qui définit aussi un certain nombre de missions que nous remplissons dans le cadre de nos activités. Et donc, parmi ces missions, évidemment, il y a plusieurs axes stratégiques. Évidemment, la rénovation énergétique du bâti wallon et toute une série d'autres axes. Et parmi ces axes, il y a évidemment la question du hors-site, cette méthode de construction donc qui vise à déplacer une partie de la construction en dehors du chantier. Et donc aujourd'hui, on va discuter de du hors-site avec des notions évidemment de préfabrication, mais également de réduction de l'empreinte carbone, la question essentielle de la constitution de filières locales, de la qualité de vie au travail, de qualité également architecturale et d'usage du bâti. On va aussi parler de processus et de faciliter la circularité ainsi que le développement responsable des territoires. Et donc, j'introduis rapidement le concept, mais c'est surtout Pierrick Martin qui va s'atteler à définir plus en détail ce qu'est le hors-site et ce que n'est pas le hors-site. Donc, en l'occurrence, en Wallonie, on ne considère pas que c'est une nouvelle filière, mais plutôt une sorte d'agrégation de plusieurs filières, plutôt des nouveaux métiers et de nouveaux process plutôt qu'une nouvelle filière. En aucun cas, on estime que ça ne remplacera la construction traditionnelle. On est plutôt sur une volonté d'être en complémentarité et éventuellement d'avoir des projets mixtes entre de la construction traditionnelle et de la construction en hors-site. Afin de vous dresser un petit peu le paysage de ce qui se fait actuellement en Wallonie, nous avons toute une série de projets qui sont en cours.
Et donc, comme vous le voyez ici, j'ai essayé de reprendre les projets les plus emblématiques qui ont cours soit sur le territoire wallon, soit au niveau de partenariats européens. Et donc, par exemple, un des projets qui va voir le jour, c'est au sein du district CleanTech de Charleroi, où un Renolab Digital et Factory va se mettre en place. C'est une plateforme d'innovation et formation en industrialisation de la rénovation. Donc, on est en plein cœur de la thématique du hors-site. D'autres projets visent à massifier la rénovation de logements, notamment de logements publics, en développant par exemple des marchés de rénovation industrialisés, en étudiant la faisabilité de solutions basées sur tout ce qui est préfabrication et technologie intégrée pour réduire les coûts, les délais de rénovation et rendre ces rénovations plus accessibles aux propriétaires. Il s'agit aussi de travailler sur certains projets à soutenir la baisse des prix des solutions de rénovation énergétique profonde, encore une fois en utilisant des éléments préfabriqués, et de proposer des actions de soutien au développement industriel pour relever ce défi de rénovation avec des performances plus élevées, des coûts plus abordables, tout en restant évidemment accessible aux PME. Il ne s'agit pas seulement de travailler sur les éléments préfabriqués, mais aussi sur les méthodes de préfabrication pour qu'elles soient plus flexibles et rentables et de pouvoir les adapter aux besoins de chaque client. Et donc, certains projets visent à comprendre l'analyse des besoins du marché, réaliser des preuves de concept pour optimiser le processus de fabrication, intégrer des technologies numériques avancées telles que le BIM, éventuellement la réalité virtuelle augmentée, l'intelligence artificielle et la robotique pour mieux équilibrer également l'aspect personnalisation et standardisation. Et donc, à terme, évidemment, on reste sur cet objectif de faciliter l'accès à des logements qui soient écologiques, abordables et durables, aussi bien dans de la construction neuve que dans des projets de rénovation. Un petit focus sur le projet Live Giga Regio Factory, puisque plusieurs partenaires sont présents aujourd'hui. Donc, ce projet développe des outils innovants pour industrialiser la rénovation énergétique. Et donc, vous voyez ici les 3 outils qui sont développés dans le cadre de ce projet. Tout d'abord, un configurateur open source pour qualifier les logements et optimiser les regroupements. Deuxièmement, un accélérateur pour aider les entreprises à proposer des solutions qui soient 100% industrialisées. Et enfin, un kit d'industrialisation pour permettre aux fournisseurs de monter en échelle et répondre à une demande massive. Et enfin, le dernier projet que je souhaiterais mentionner, c'est Kitco, puisqu'il ne s'agit pas seulement de travailler sur l'aspect méthode de préfabrication ou éléments de préfabrication, mais aussi sur la question logistique, évidemment. Et donc, Kitco vise à mettre en place un hub logistique pour exploiter, développer, évaluer la pertinence du principe du kitting dans un nouveau modèle de logistique de chantier. Et ceci est appliqué en zone urbaine. Et ici, en l'occurrence, c'est sur Bruxelles, où on sait que l'espace est réduit et qu'une des grandes difficultés, c'est l'accessibilité. Ça constitue un des freins à l'avancement des chantiers. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer de lever ce frein. En plus de ces projets en cours, Cap Construction a été missionné par le gouvernement wallon et nous avons donc monté une coopération internationale avec le campus hors-site en France, avec l'objectif de développer un document fondateur pour mettre en avant les enjeux de la construction hors-site pour le secteur en région wallonne. Le but, évidemment, c'est de développer une filière d'excellence et d'innovation du hors-site en Wallonie. Donc, ce projet a démarré ici début de l'année et se déroulera sur toute l'année 2025. Et donc, j'y reviendrai dans un instant. Et donc, voilà, l'objectif de faire un petit peu le paysage des projets en cours, c'est également de vous démontrer que la filière hors-site en Wallonie, elle s'organise avec l'objectif d'aligner l'offre et la demande pour offrir des réponses qui soient vraiment en adéquation avec les besoins des projets, que ce soit des projets de construction neuve ou de rénovation. Donc aujourd'hui, l'offre, c'est un peu plus d'une quinzaine d'entreprises d'exécution hors site. Nous avons également autour de la table des concepteurs, architectes et bureaux d'études qui sont très réceptifs à cette méthode. Et également, évidemment, des fabricants de matériaux et de systèmes qui sont, pour la plupart d'ailleurs, prêts avec des matériaux et des systèmes qui peuvent être intégrés directement sur des modules. Et du côté de la demande, vous le voyez au niveau des projets, il y avait des représentants de la demande qui sont actifs également, qui mènent des expérimentations, qui mènent des réflexions.
et notamment sur la question du défi de la rénovation en Wallonie. Vous savez que nous sommes en dessous des 1% de taux de rénovation en région wallonne, alors que l'objectif est de 3%. La question qui peut se poser, c'est si le hors-site pourrait être la dernière chance finalement pour pouvoir répondre à ce défi. Donc voilà ce que je souhaitais vous inviter à faire si ça vous intéresse et si vous souhaitez vous intégrer à la dynamique qui est en cours actuellement en Wallonie, c'est de rejoindre cette dynamique hors site si vous êtes, que vous soyez auteur de projet, constructeur, fabricant de matériaux, promoteur immobilier, gestionnaire de bâtiments, qu'ils soient publics ou privés. Alors, comment vous pouvez rejoindre cette dynamique? Eh bien, nous avons une deuxième réunion de travail, puisqu'une première a déjà eu lieu en janvier dernier, qui aura lieu le 10 avril. N'hésitez pas à vous inscrire via ce QR code où nous vous enverrons également toutes les informations nécessaires. L'objectif de ces réunions de travail, comme je le disais, c'est de constituer ce document fondateur à l'attention du gouvernement wallon. Et donc, toutes vos attentes, vos besoins sont évidemment essentiels à être collectés pour que cet état des lieux puisse être le plus pertinent et le plus en phase possible avec les réalités de terrain. Donc, vraiment, je vous invite à participer à ces réunions de travail si ces questions vous intéressent. Voilà, donc je reviens au programme et je vais maintenant céder la parole à Pierrick Martin qui va donc nous parler du rôle des maîtres d'ouvrage publics-privés dans la constitution d'une filière hors site. Je quitte donc mon partage d'écran et je vous remercie pour votre attention. Et Pierrick, je te cède la parole. Bonjour, bonjour à tous, merci pour votre présence. Effectivement, un premier webinaire pour essayer d'expliquer ce qu'est le hors-site et notamment, alors on a la chance actuellement, nous, hors-site conseil, de travailler de temps en temps en Belgique et de travailler de temps en temps au Luxembourg. Concernant la Belgique, effectivement, un écosystème déjà actif avec déjà de l'offre. Maintenant, la question reste la demande. Pour vous situer, nous, on est un cabinet de conseil qui fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Orsite, comme le nom Orsite, qui a, entre guillemets, participé à l'éclosion de la filière en France depuis une dizaine d'années, avec notamment trois activités complémentaires qu'on exerce aujourd'hui sur toute l'Europe, avec le magazine Orsite, qui est un magazine qui permet de se rendre compte de ce qui se passe dans le monde, en France et partout en Europe, une entreprise de formation qui s'appelle Orsite Campus, qui est un écosystème apprenant. Donc, on a environ 80 à 90 adhérents qui se réunissent 4, 5 fois par an pour travailler sur des thématiques et faire émerger des solutions et également leur site campus qui crée des formations et des parcours de formation pour que des maîtres d'ouvrage ou des entreprises puissent se former à l'utilisation du processus du hors-site. Et enfin, hors-site conseil, nous, ça fait 10 ans qu'on est spécialisé dans l'accompagnement des maîtrises d'ouvrage publics ou privés dans le développement de projets hors-site. Un sujet essentiel quand on parle de construction hors site et pour que les maîtres d'ouvrage puissent bien se rendre compte de ce que ça va impliquer chez eux et également pour les entreprises, le hors site n'est pas qu'une question de composants, c'est une question de processus. C'est-à-dire que c'est un processus qui va impliquer toute la chaîne de valeur, qui va aller de la programmation à la conception, à la fabrication, puis à l'assemblage sur chantier. Et du coup, alors là, je vous parle d'un référentiel qui a été mis en place en France. L'Europe est en train de mettre en place un référentiel européen en s'inspirant du référentiel français et du référentiel anglais, notamment, qui a été mis au point il y a plus de 10 ans maintenant. Et donc, on définit aujourd'hui le processus de construction de rénovation hors site comme un processus de conception, de préfabrication, de logistique, de contrôle qualité, de mise en œuvre sur chantier et de la démontabilité en fin de vie des sous-ensembles de bâtiments produits en dehors du chantier. C'est extrêmement important de bien comprendre cette notion de processus, puisque pour les maîtres d'ouvrage et pour leurs concepteurs, c'est bien là que va se jouer la réussite ou non de l'intégration de composants hors site en fonction du besoin du maître d'ouvrage. Les grands principes de la construction hors site aujourd'hui, ça démarre toujours par un bon programme de maître d'ouvrage qui est relativement figé au départ. Et au centre ensuite de l'opération, on va vraiment venir mettre le concepteur. L'objectif du hors site n'est pas de dégrader la prestation de l'architecte ou des bureaux d'études de conception, mais bien de les remettre au cœur
et de leur fournir des boîtes à outils qui sont les composants hors site. Ces composants, après, vont pouvoir être mis en place sur le chantier et on va pouvoir venir adapter la totalité du reste du bâtiment autour de ces composants hors site. Donc c'est extrêmement important que les concepteurs, et on le voit aujourd'hui, nous, au niveau du territoire français, c'est extrêmement important que les concepteurs et notamment les architectes s'emparent de cette problématique. L'objectif n'étant pas d'acheter des bâtiments sur étagère, mais plutôt des composants de bâtiments sur étagère ou en tout cas des processus. Les grands principes de la construction hors site face aux besoins du maître d'ouvrage, en premier, c'est de désengorger le chantier. La construction hors site fait face au principal aujourd'hui enjeu du bâtiment, en tout cas sur beaucoup de régions en Europe, qui est la problématique de la main-d'œuvre et de l'organisation et de la qualité du chantier. Donc la construction hors site, c'est transférer des heures du chantier en atelier de production avec des process industriels. Ensuite, le deuxième principe, c'est une approche composant. La construction hors site, c'est industrialiser et produire des parties d'un bâtiment dans un atelier, dans le but de les assembler sur le chantier. C'est-à-dire qu'on va avoir des composants de bâtiment, des morceaux de bâtiment, mais en aucun cas on va amener un bâtiment complet sur un chantier. Une nouvelle méthodologie, extrêmement importante, parce que c'est là que le changement se fait le plus difficile à opérer. C'est-à-dire qu'on va devoir insérer des nouvelles méthodes de travail, c'est utiliser les principes de l'optimisation de l'industrie dans le monde du bâtiment. Et là, aujourd'hui, on est très loin, et notamment quand on commence à parler de boucles de conception plutôt que de chaînes de conception. Il y a tout un tas de processus qui vont changer au fur et à mesure du projet. Et puis, une organisation collaborative. La construction hors site, c'est remettre la collaboration entre conception et fabrication au centre des projets. Et donc, je vous parlais de la boucle de conception, c'est bien là qu'il va y avoir un enjeu. Même dans les marchés publics, c'est possible. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est bien que les concepteurs s'emparent de composants ou de processus industriels pour pouvoir faciliter leur mise en place sur les projets. Extrêmement important d'avoir ça en tête. Une fois qu'on sait un peu plus ce qu'est la construction hors site, on sait aussi ce que ce n'est pas. La construction hors site, aujourd'hui, ce n'est pas exclusivement de la construction temporaire modulaire. Ce ne sont pas que des modules 3D. Cette filière est une des principales filières de la construction hors site, mais ce n'est pas pour autant que c'est la seule chose. Je vais vous montrer après, on peut fabriquer en hors site de l'ossature, de la façade, des composants techniques, des escaliers, enfin tout un tas de composants qui correspondent à un processus industriel et qui ne sont pas forcément du temporaire modulaire. Ce n'est pas forcément le recours systématique à des matériaux biosourcés. Euh, le hors-site met en avant la capacité des entreprises et des concepteurs à utiliser le bon matériau au bon endroit. Et je tiens à le dire, la construction hors-site n'est pas synonyme de décarbonation. Par contre, la décarbonation est bien souvent synonyme de construction ou de rénovation hors-site. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, une des filières principales en Europe de la construction ou de la rénovation hors site, c'est celle de la fabrication du béton et de la préfabrication du béton. Et enfin, un frein à la liberté architecturale des projets, certainement pas. Aujourd'hui, le hors site doit être un outil au service des concepteurs et au service des entreprises du chantier. En France, aujourd'hui, on estime que la construction hors site, c'est 4,5% du marché. Et on peut estimer qu'on atteindra les 25% d'ici 10 ans. En Belgique, on doit être à peu près dans les mêmes proportions. Les dernières études qu'on a pu réaliser sur l'Europe sont plutôt à 3,5%. L'objectif étant d'arriver à 25%, ce qui est le taux actuel dans les pays du Nord, tels que la Norvège, la Suède et en Angleterre également, où la transformation vers la construction et la rénovation hors site s'est plutôt fait il y a une dizaine d'années. Quand on parle de hors-site, c'est important de mettre en place un vocabulaire commun. Alors là, moi, je vous donne en exemple le vocabulaire qui a été mis en place en France. Je pense qu'un des objets du groupe de travail pourra être de se demander comment on définit le standard au niveau de la Wallonie et de la Belgique plus largement, avec une idée qui est de dire chaque région, chaque on va dire, région de l'Europe doit mettre au point son vocabulaire qui correspond à ses besoins et ses enjeux. Et là, c'est important que les maîtres d'ouvrage s'emparent de cette problématique pour que le vocabulaire et la terminologie autour du hors-site soient bien celles en face des besoins des maîtres d'ouvrage. Alors, on parle souvent de quatre catégories. En élément 1, on a les éléments structurels unitaires simples, c'est ce que vous pratiquez déjà beaucoup, c'est des poteaux, des poutres, des prédales, des panneaux en bois, des éléments de charpente. En 2, on a des panneaux structurels 2D, qui sont souvent des systèmes complexes, avec des façades 2D qui peuvent intégrer plusieurs lots, notamment de la menuiserie extérieure. On peut avoir des planchers qui intègrent des réseaux, et puis des prémurs qui
embarque souvent de l'isolant. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que cette catégorie permet d'intégrer plusieurs lots de construction ou de rénovation. Et enfin, des modules volumétriques 3D structurels, c'est ce que beaucoup de gens entendent, c'est souvent les modules de chambre, des locaux techniques. On a là-dedans aussi tout ce qui va être le 3D au sens qu'on peut l'entendre avec le modulaire dit de chantier. Et enfin, une sous-catégorie qui est peu connue quand même un peu partout, c'est les composants préfabriqués non structurels, où là on a plutôt en 2D ou en 3D des sous-ensembles de bâtiments intégrés de nombreuses fonctions. Là-dedans, on peut avoir les escaliers, des salles de bain préfabriquées, des gaines techniques, des pieuvres, des balcons. En gros, c'est tous les éléments qui vont venir s'intégrer dans un bâtiment au sein de processus complexes. Pour imaginer un petit peu tout ça, si on parle d'éléments structurels simples, là-dedans, on va retrouver les éléments, on va dire, de prédales, de balcons, de poteaux et de poutres, les éléments de charpente ou d'ossature. Sur ces éléments-là, on peut viser des taux d'industrialisation, donc d'externalisation des heures vis-à-vis du chantier d'environ 20%. L'objectif, là, va uniquement d'être de gagner du temps, réduire les flux autour du chantier et, bien évidemment, de favoriser l'emploi du béton bas carbone, on a coutume de dire que le béton bas carbone est plutôt préfabriqué. Il y a peu de prérequis à l'utilisation de ce type d'éléments. Bien évidemment, une synthèse entre les corps d'état pour valider les plans des éléments structurels. Et puis, un enjeu quand même, c'est revenir aux fondamentaux de la conception avec des fils qui soient assez standardisés et bien évidemment une grosse synthèse avec les corps d'état techniques, puisque ça pourrait générer quelques sujets. Ensuite, on a les panneaux structurels 2D. C'est des systèmes qui sont en train de se développer très fortement un peu partout en Europe. On parle souvent d'ossature bois. On peut aussi parler de LSF, qui sont des Light Steel Frame. En gros, c'est de l'ossature bois, mais en métal léger, avec du métal bien souvent décarboné, puisqu'il est issu du recyclage. Là, on peut atteindre jusqu'à 13-15% de taux d'industrialisation. On va aussi commencer à décarboner la construction dans le cas de structures biosourcées et d'isolants biosourcés. Ici, ça devient déjà un petit peu plus compliqué on a quand même quelques interfaces qui vont être touchées, notamment avec le béton, notamment avec la structure. Et puis, on va avoir des interfaces de chantier avec des pics qui vont devenir un petit peu plus techniques à réaliser. Là, on va commencer à toucher au cœur du sujet avec notamment un problème d'allotissement au niveau des lots façades industrialisés pour favoriser la collaboration entre l'industriel et le lot gros œuvre. On va éventuellement inclure le lot menuiserie extérieure dans le lot façade, ce qui va changer aussi un petit peu les pièces écrites. Et puis, on va avoir besoin Petit logement et ils prennent les repas en commun. Bon. Et ensuite, on va inclure un bureau d'études bien souvent spécialisé dans ces éléments-là pour favoriser la synthèse et éviter qu'il y ait des accidents pendant le chantier au niveau de la coordination. Les modules volumétriques 3D structurels, là on touche à ce qui peut attirer le plus, mais ce qui n'est pas forcément le plus simple à intégrer dans un chantier. Ces modules, bien souvent, arrivent avec une structure, une isolation, les mesures extérieures, bien souvent avec des corps d'état techniques et les finitions et revêtements intérieurs. En gros, les modules arrivent complètement finis à l'intérieur, il restera quelques interventions, mais ça fonctionne plutôt bien. Là, on va avoir besoin vraiment de rentrer dans une notion de standardisation de la conception. On va avoir besoin d'intégrer l'industriel bien souvent au niveau de la phase APS d'un projet. Et puis, on va essayer de prévoir notamment le minimum de typologies de modules différentes. Avec ce type de technologie, on peut atteindre jusqu'à 75-80% de taux d'industrialisation. Et derrière, on peut aller gagner entre 20 et 30% du carbone. Le chiffre semble un peu faible, mais c'est effectivement ce qu'on peut atteindre. Et enfin, les composants préfabriqués non structurels, là, on va les viser surtout du gain de temps chantier. On va aller chercher une bien meilleure qualité de réalisation, une réduction du temps des OPR. Et là, pour le coup, pour inclure ce genre d'éléments sur les projets, on va avoir besoin de standardiser la conception. Par exemple, si on met des salles de bain sur un projet, on ne va pas pouvoir prévoir plus de 1 à 3 typologies différentes. On va pouvoir garder quelques salles de bain un petit peu différemment. Et puis là, pour le coup, on va avoir besoin d'anticiper la sélection des industriels dès le démarrage du projet pour pouvoir inclure les bons process et les bons modèles dans le projet.
Pour les balcons, de la même manière, quelques industriels aujourd'hui en Europe et en Belgique aussi en proposent. Ce sera important d'aller bien comprendre leur process dès le démarrage, sous peine de ne pas forcément trouver les bons fournisseurs ou autrement d'avoir des coûts qui peuvent exploser si la conception n'a pas été prise en compte dès le départ. Sur vos opérations en tant que maître d'ouvrage, vous retrouverez rarement 100% de hors-site. Ça n'arrive presque jamais, puisqu'on a au moins de l'adaptation au sol et quelques morceaux de façade à finir. Donc souvent, on vit des taux d'industrialisation qui vont varier entre 20, 30, 50, 60%. Et puis quand on est en construction modulaire, au-delà de 70%. Bien souvent, on est sur un mix de solutions. C'est-à-dire qu'on va aller chercher de la façade, on va aller chercher de la préfabrication, soit en bois, soit en métal, soit en béton. Puis à côté de ça, on va aller chercher des salles de bain préfabriquées pour minimiser le temps d'intervention des corps d'état techniques. Et enfin, si vraiment on a besoin de gagner du temps, on peut amener des gaines techniques préfabriquées. Si on va au maximum de la préfabrication, on peut atteindre des gains de temps chantier de jusqu'à 50-60% du temps de chantier si on était en traditionnel. C'est extrêmement important de voir ça. Autre élément important, on finit par fabriquer un bâtiment, on conçoit un bâtiment. Donc, les projets hors site sont forcément basés sur une collaboration entre la construction traditionnelle et la construction hors site. Pour la rénovation, c'est exactement la même chose. Même si on fait les façades en hors site, même si on vient faire des kits de rénovation de salles de bain en hors site, le chantier reste un chantier. En rénovation, c'est encore plus vrai avec les sites occupés. On va avoir besoin de coordonner une opération qui est une opération de bâtiment. Donc il ne faut pas oublier ces notions-là, sinon on risque d'avoir quelques soucis pendant la réalisation. Concernant les maîtres d'ouvrage, pourquoi on voudrait aller faire du hors-site? C'est extrêmement important de se recentrer sur cette problématique-là, puisque le hors-site pour le hors-site a quand même peu d'intérêt. Souvent, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est parmi les 7 enjeux qu'on a ici, c'est important que le maître d'ouvrage cible pourquoi il veut faire du hors-site sur une opération, pourquoi il va solliciter un concepteur pour faire du hors-site, ou pourquoi un concepteur va proposer au maître d'ouvrage d'inclure du hors-site dans un chantier. Euh, le premier enjeu pourrait être de dire j'ai besoin de réduire les délais de travaux. J'ai une résidence à livrer, j'ai une demande de la collectivité, j'ai besoin de réduire mon délai. On a le cas pour des bâtiments publics ou pour du logement géré, où on pourrait nous dire bah, moi j'ai besoin que dans 12 mois, 15 mois, ma résidence, quoi qu'il arrive, soit livrée. On peut, pour réduire des délais, aller chercher de la construction ensuite. Ensuite, on peut être dans des milieux extrêmement denses ou en tout cas extrêmement sensibles. Et là, on va avoir besoin de réduire les nuisances. Ça permet une meilleure acceptabilité du projet, une réduction du bruit, de la poussière. Ça peut être une des vraies raisons, et notamment en rénovation, pour inclure du hors-site, notamment en façade. Et je laisserai Paul Sachot vous présenter ça tout à l'heure. On peut avoir l'envie d'intégrer des matériaux biosourcés. Le matériau biosourcé n'aimant pas trop les conditions de chantier avec l'humidité notamment. On a l'habitude de dire que plus le bâtiment sera hors site, plus on va avoir de facilité à intégrer des matériaux biosourcés. On pourrait vouloir améliorer les conditions de travail des ouvriers, ou en tout cas se dire, je vais avoir du mal à trouver des ouvriers qualifiés pour faire mon chantier. Peut-être que si les lots, encore d'état technique notamment, étaient faits en usine, peut-être que ça me faciliterait la réalisation du projet. On peut vouloir s'adapter à un contexte très urbain avec une base chantier qui est presque irréalisable. Ça peut être extrêmement intéressant. Et puis enfin, on peut avoir la volonté soit de mener un projet très innovant, ambitieux, emblématique, ça peut arriver, ou penser à l'évolutivité des bâtiments, puisque la plupart des projets hors site sont montés en base sèche. Et donc, ça permet effectivement une très bonne démontabilité des solutions. Pour un maître d'ouvrage, ou d'ailleurs pour à peu près toutes les équipes qui vont intervenir sur des projets hors site, euh, comment s'attaquer à ce type de projet? C'est extrêmement important de ne pas minimiser le changement de méthode et le changement de paradigme qui va s'opérer dans les équipes. Et donc pour ça, on a l'habitude de dire que l'idéal, c'est quand même déjà de former les équipes pour qu'elles puissent se familiariser, connaître le vocabulaire, bien comprendre comment leur métier va évoluer vis-à-vis de la construction traditionnelle. Ensuite, on va avoir besoin de capitaliser sur des expériences passées. Euh, Quand on regarde aujourd'hui les expériences des maîtres d'ouvrage publics, quand on regarde aujourd'hui ce qui a pu se faire en Belgique, quand on regarde ce qui a pu se faire un peu partout en Europe, en fait, du hors-site, on en fait depuis des années.
C'est quelque chose qui a été pratiqué depuis très longtemps. On n'a pas forcément capitalisé sur les enseignements, sur les expériences, sur les retours positifs ou négatifs qu'il y a pu avoir. Donc, chez les maîtres d'ouvrage ou dans n'importe quel bureau d'études ou concepteur ou entreprise, on va déjà essayer d'aller chercher si on a déjà eu des expériences, s'il y a un retour d'expérience pour pouvoir s'en inspirer. On peut aussi aller chercher ailleurs. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, avec l'idée de dire, ça se fait peut-être déjà ailleurs. Comment ils font? Quels sont les enjeux? Quelles sont les clés? On peut cibler un premier projet de taille adaptée. Ça sert à rien d'aller chercher tout de suite un gros bâtiment. On va faire 20 000 mètres carrés tout de suite. On peut le faire si on a vraiment un enjeu et qu'il faut vraiment y aller. Mais sinon, on peut aussi cibler des petits projets. On peut faire de la construction hors site pour 5, 10, 15, 20 logements. S'essayer à ça, former ses équipes et ensuite capitaliser et aller plus loin. Euh, on va choisir aussi les modes de contractualisation efficaces. Ça va changer aussi un peu ça. Donc, on va devoir travailler un peu avec les services marchés et bien faire attention à ce qu'on fait. Et puis, on va travailler nos programmes pour que ça inclue ça. Et puis, on va aller sourcer les acteurs du hors-site pour le projet. Ça veut dire qu'on a besoin de connaître l'écosystème, notamment au niveau des concepteurs. On a besoin de concepteurs qui savent faire, ou en tout cas qui ont déjà essayé et qui ont une impétence pour mettre en place du hors-site. Enfin, si on parle des collectivités et de l'impact, on va dire au-delà du juste l'opération et le chantier, plusieurs éléments à prendre en compte au niveau des territoires, et je pense qu'aujourd'hui en Wallonie, c'est un des enjeux. Euh, on est bien d'accord que le hors-site doit être territorialisé, c'est quelque chose d'extrêmement localisé. Nous, on a coutume de dire que le hors-site sera local et décarboné ou ne sera pas. On entend souvent, on va finir avec des boîtes qui arrivent de l'autre bout du monde et puis on habitera tous dans les mêmes boîtes en métal. Non, pas du tout. Ce qu'on observe dans la plupart des pays aujourd'hui, c'est que le hors-site amène des écosystèmes avec des petites entreprises à échelle locale, avec des matériaux locaux. Nous, on l'observe aujourd'hui en France, le matériau local dans le sud de la France n'est pas le même matériau que quand on est en Bretagne ou dans le nord de la France, ce qui fait qu'on n'utilise pas les mêmes isolants, on n'utilise pas les mêmes modes constructifs. C'est extrêmement important que les maîtrises d'ouvrage et les concepteurs s'emparent des ressources de leur territoire, ce qui permet vraiment de le localiser. Et justement, au niveau de la Wallonie, ce que ça pourrait avoir comme intérêt, c'est déjà un premier intérêt de réindustrialisation, de réinsertion et d'employabilité, puisqu'on favorise vraiment la formation. Euh, on, on amène aussi un peu mieux, enfin, un peu plus de parité entre les hommes et les femmes dans le bâtiment. On va éventuellement toucher aussi le domaine de l'agriculture, avec notamment de la paille, du chanvre ou des choses comme ça, où on va pouvoir aussi inclure le bâtiment dans l'agriculture locale. Et puis, on peut, dans le logement, ramener un taux de service un peu meilleur, on peut ramener un peu de sobriété. C'est extrêmement important de prendre en compte toutes ces externalités positives, notamment quand on parle de logement public. Voilà, de mon côté, c'est fini. J'espère que ça a été clair. Pauline, je te passe la main. Oui, merci beaucoup Pierrick. Je rappelle à toutes et tous que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat et on y répondra en fin de session. Donc, je passe la parole à Cédric Lauré, qui va nous décrire du coup le parcours de transformation du groupe Polylogie en tant que donneur d'ordre public-privé. Cédric, la parole est à toi. Merci Pauline. Donc, je partage ma présentation. Surtout, n'hésitez pas à me dire si jamais ça ne fonctionnait pas. Surtout Tout que je va ne bien. vous vois plus. Bon, bah, très bien. Donc, peut-être d'abord vous dire quelques mots sur le groupe Polylogie, hein, qui est un des 10 principaux groupes qui intervient dans le secteur du logement social en France. Un des groupes engagés aussi sur la construction hors site. Donc, le groupe Polylogie, c'est un opérateur global de l'habitat. Notre histoire, elle est liée au monde du logement social. On est avant tout un bailleur social. La société mère du groupe, c'est le bailleur Logirep qui intervient en Île-de-France et en Normandie. Et puis, on a donc développé tout au long de l'histoire du groupe, on a fait l'acquisition de différents autres bailleurs sociaux. On est présent sur le logement familial et le logement spécifique au titre de ses activités en tant que bailleur social. Et puis, petit à petit, on est aussi allé dans le secteur privé à travers la promotion immobilière, notamment l'aménagement et l'administration de biens.
Donc, vous avez sur les slides les différentes filiales du groupe. Je ne reviens pas en détail parce que ce n'est pas ce qui vous intéresse ce matin. Donc, on a à peu près 60 ans d'histoire. On compte à l'échelle française 85 000 logements sociaux, le groupe Polylogie. Puis comme on intervient aussi sur le pôle privé, là, c'est plutôt en tant que syndic pour le compte de copropriété, on est amené à gérer de l'ordre de 60 à 70 000 lots pour des copropriétés. Donc, on a fait un choix dans le groupe Polylogie, c'était de s'engager dans la construction hors site en considérant, en exploitant les différents avantages, plutôt en capitalisant sur les différents avantages dont Pierrick a parlé en détail. Le gain de temps, la durabilité, la qualité, la sécurité des conditions de travail, l'acceptabilité aussi, c'est quelque chose d'important, en tout cas vu de France, parce qu'on a de plus en plus de difficultés à construire, à avoir les permis de construire de la part des maires, des élus, avec souvent beaucoup de contestations de la part des riverains. Et on voit à travers la construction hors site une manière, en tout cas, de réduire l'impact des chantiers aussi pour les riverains, sur la population, et donc de favoriser l'acceptabilité des projets par les représentants de ces riverains que sont les élus locaux. On a fait un marqueur RSE parce qu'on le voit bien à travers tout ce qu'a pu présenter Pierrick. À travers la construction hors site, on intervient sur différents champs de la RSE, de la responsabilité sociétale de l'entreprise. La dimension environnementale, elle est assez évidente. On peut, à travers les process hors site, vraiment accélérer la décarbonation de l'acte de construire. On voit bien aussi que comme on est dans une démarche industrielle, on est en capacité donc, de maîtriser la qualité, de maîtriser aussi les quantités de matériaux qu'on utilise dans les process industriels. Donc, quelque part, c'est aussi à travers une optimisation des matériaux qu'on emploie, une capacité aussi à agir sur le bilan carbone des opérations qu'on peut réaliser. Donc, la dimension environnementale, assez évidente. La dimension sociale aussi, puisqu'on améliore considérablement les conditions de travail. Dans un secteur du bâtiment où parfois on a des difficultés à recruter, on peut être très dépendant de la main-d'œuvre étrangère, d'où l'intérêt d'imaginer des solutions dans lesquelles on peut créer de l'emploi local. Comme l'a dit Pierrick, les solutions hors site, elles sont avant tout ancrées dans les territoires. Et donc, ça peut être aussi un moyen, quelque part, de convaincre des élus sur l'intérêt de lancer un chantier et de faire appel aux solutions hors site, puisque ça va être une manière aussi d'accompagner l'emploi local. Et donc, du coup, on voit assez vite à travers cette dimension-là qu'on est aussi présent sur l'économique, puisqu'on contribue avec la construction hors site à la réindustrialisation de nos territoires et donc la création de cet emploi associé à la réindustrialisation du territoire. J'ai toujours du mal à le dire, pardon. Donc, on a fait au sein du groupe ce choix d'en s'engager dans un grand programme d'action, l'agenda hors site 2030, qui est un projet de transformation pour le groupe. On s'est fixé un cap assez clair. On veut qu'en 2030, on ait au moins une opération sur deux qui sont réalisées par le groupe qui comprennent des solutions hors site. Et donc, pour cela, on a construit ce programme autour de 15 actions, de manière à ce que la construction hors site ne se limite pas à quelques opérations emblématiques qu'on pourrait réaliser au sein du groupe Polylogie, mais que ce soit au contraire une approche que l'on diffuse petit à petit aux différents niveaux de l'entreprise, chez les décideurs comme chez les responsables de programme. Donc ce cap, au moins une opération sur deux réalisée avec des solutions hors site pour 2030. Ça s'inscrit pleinement aussi dans le projet d'entreprise du groupe, qui a exactement la même échéance, 2030. L'agenda hors site étant un élément constitutif, un élément très important de notre plan climat et biodiversité. Donc, j'ai passé en vue les différentes actions. Les deux premières, en fait, elles sont avant tout consacrées à la définition des jalons qui nous permettront d'atteindre cet objectif en 2030 des 50%, avec des étapes intermédiaires, et notamment en 2028, où on aimerait être de l'ordre du tiers d'opérations sur lesquelles on aurait embarqué du hors-site. Donc, plutôt sur la maîtrise d'ouvrage direct, c'est là où on est le plus sensible. Mais en France, en tout cas, on développe aussi du logement social à travers la VFA, c'est-à-dire le fait d'acheter des programmes à des promoteurs. Et on souhaite être aussi beaucoup plus sélectif sur ces programmes qu'on achète auprès des promoteurs, de manière à ce qu'on soit aussi connu de la part de ces promoteurs comme un bailleur social qui veut avant tout développer en hors site. Et donc, on va privilégier petit à petit
les programmes qui intégreront au moins une partie de hors-site pour en faire l'acquisition. Donc ça, en gros, c'est comment on s'y prend pour atteindre notre objectif en 2030 d'une opération sur 2. Ensuite, on a mis le paquet, là, pour l'instant, sur ces 2 premières années du plan d'action, sur la montée en compétences en interne, et notamment du côté de nos responsables de programme. En construction comme en réhabilitation, on a engagé avec Hors-Site Campus un programme de formation avec plusieurs modules, aussi bien en partant de la sensibilisation qu'en intégrant aussi les contraintes juridiques, en tenant compte aussi de l'articulation qu'on doit avoir avec le code de la commande publique, puisque une partie de notre activité au sein du groupe Polylogie est soumise au code de la commande publique. Donc, on a formé. On a aussi profité de la certification hors-site qui a été développée, lancée dès 2024. Et on est en fait le premier opérateur en France à compter parmi ses effectifs plusieurs responsables de programme certifiés. On a dépassé l'objectif de 10 responsables de programme pour 2024 et on est sur la bonne trajectoire pour atteindre les 25% en 2027 de responsables de programme qui seront certifiés hors-site. En réalité, on est déjà aujourd'hui à 27% de responsables de programme qui sont certifiés. C'est pour vous montrer que finalement, c'est quelque chose qui peut très vite percoler dans les équipes auprès des responsables de programme. Ça fait à peu près 2 ans qu'on parle de hors-site au sein du groupe Polylogie. Et très vite, la mayonnaise a bien pris. Les collègues se sont montrés très intéressés par cette manière de réfléchir un peu autrement l'acte de concevoir et de construire nos logements. Et puis, on a mis le paquet dans un premier temps sur l'effort en matière de construction, mais on a aussi embarqué avec nous les responsables de programme qui interviennent sur la réhabilitation. Je ne vais pas détailler, Paul est beaucoup plus avancé que nous sur le sujet, il en parlera juste après, mais on veut aussi que sur la réhabilitation, on intègre ces solutions dans nos manières de concevoir nos différents programmes. À chaque fois, vous avez en orange le périmètre sur lequel s'applique l'objectif. Donc, ESH, ce sont les bailleurs sociaux, et on intègre parfois le pôle promotion, voire l'ensemble du groupe. On a aussi voulu, dans ce plan d'action, rejoindre l'écosystème, le réseau d'acteurs qui sont aujourd'hui impliqués sur leur site. On l'a fait de 2 manières. D'abord, en adhérant au campus hors site, donc dans le campus qui est animé par les collègues de Pierrick, de manière à bien connaître les différents acteurs qui interviennent en France sur la construction et la rénovation hors site, aussi bien du côté des industriels que des maîtres d'œuvre d'ailleurs. On a aussi adhéré à l'association qui a été lancée l'année dernière, qui s'appelle Filière Hors-Site France, qui a vocation à réunir toute la chaîne de valeur, de manière aussi à être en interaction avec les différents acteurs qui interviennent sur ces solutions hors-site. Les 3 actions qui suivent, elles sont plutôt tournées vers les décideurs. Comme je vous le disais, ce qui est important dans ce plan d'action, c'est qu'on pense aux différentes strates qui peuvent intervenir dans le lancement d'un programme, d'une opération hors site. On a mis le paquet donc sur la formation pour la responsable de programme. On porte aussi l'accent sur les décideurs et comment on peut les aider à prendre de bonnes décisions par rapport au recours au hors site. D'abord, on a mis en place, on est en train de lancer un répertoire dynamique des solutions qui sont disponibles sur le marché en France. Donc là, c'est d'abord de savoir tout le champ des possibles quand on est en pleine réflexion sur la conception d'un programme et sur les différentes dimensions que Pierrick a pu évoquer, c'est-à-dire sur le structurel, le non structurel, sur des éléments 2D, 3D ou des éléments, des composants, des éléments structurels unitaires simples. On a aussi on a souhaité que lors de nos comités d'investissement, c'est-à-dire l'instance qui va donner le feu vert pour lancer une opération ou pas, on puisse avoir un éclairage sur la prise en compte du hors-site dans l'opération qu'on nous propose. Et donc, on met en place un indicateur de faisabilité hors-site qui, en gros, permettra de voir le taux d'industrialisation qu'on peut imaginer sur l'opération qui nous sera présentée. Et puis enfin, comme on peut dire tout et son contraire quand on parle de coûts en matière de hors-site, et notamment quand on compare avec de la construction classique, on a voulu objectiver les choses. Et donc, on est en train de travailler à la mise en place d'un observatoire de comparaison des coûts globaux entre la construction classique et la construction hors-site. Alors, la première étape, elle sera plutôt sur la comparaison entre 2 projets. Et ce que l'on souhaite à travers cette approche-là, c'est aussi prendre en compte
progressivement l'effet bénéfique de la construction hors site dans l'exploitation du patrimoine qu'on construit. Parce que c'est vrai que la particularité des bailleurs sociaux, des investisseurs institutionnels de manière générale, c'est de construire, mais c'est de construire aussi pour louer et exploiter le patrimoine qu'on développe dans le temps. Et donc, on est aussi l'acteur qui va être amené à réhabiliter ces logements et à faire de la maintenance et de l'entretien tout au long de leur vie. Et donc, on veut aussi mesurer progressivement l'impact, en imaginant qu'il sera positif, sur la maintenance du patrimoine, notamment parce qu'on aura probablement mieux intégré lors de la conception la manière dont certains composants peuvent être répétés et intégrés dans nos opérations et d'être en capacité du coup d'intervenir plus facilement en maintenance. Je prendrai un exemple assez concret. La salle de bain réalisée en industrie, ben, elle est réalisée toujours de la même façon. On a pu mettre en place des process qui permettent de s'assurer de la qualité de ces salles de bain. Et derrière, quand on est dans la phase de maintenance, ben, on sait exactement comment elles sont toutes conçues et comment elles sont les unes au-dessus des autres dans nos différents logements. Je termine sur les 15 dernières actions. C'est là où on rentre dans la phase de généralisation progressive du recours aux solutions hors site dans notre façon de développer et de construire les logements chez Polylogis. D'abord, on va se lancer dans un premier accord cadre dès cette année qui consiste à organiser la fourniture de salles de bain préfabriquées après avoir évalué nos besoins et nos prescriptions. Ce à quoi on croit beaucoup au sein du groupe Polylogis, c'est le fait que les solutions hors site, elles ne pourront décoller qu'à partir du moment où on leur donnera de la visibilité sur ce qu'on est capable de commander dans le temps. Et donc, le recours à l'accord cadre, c'est une première étape pour montrer aux industriels qu'on est engagé et que cet engagement il est durable et qu'on est prêt à acheter un certain nombre de volumes, une certaine quantité de composants ou d'éléments préfabriqués. Et donc, de cette manière, les industriels sont non seulement en capacité de s'organiser dans le temps, et on se dit que nous-mêmes, on est en capacité de peser dans un dialogue un peu plus exigeant sur les coûts qui sont pratiqués de la part des industriels. Ces salles de bain, l'idée, c'est de les utiliser évidemment en maîtrise d'ouvrage direct, de donner la possibilité aussi aux promoteurs avec lesquels on pourrait travailler de faire appel à cet accord cadre. Et puis, progressivement, on veut dupliquer cette logique d'accord cadre. Et donc, l'action 13, elle consiste à identifier dans nos différentes opérations les différents éléments et composants qui sont duplicables et qui pourraient donc faire l'objet d'accords cadres de manière à les intégrer dans nos cahiers des charges et puis donc de définir ces quantités à acheter dans une logique de visibilité pour les industriels. Et donc, on mettra ensuite en place différents accords cadres en plus de celui de la salle de bain que j'évoquais précédemment, de façon à ce qu'on généralise le recours à certaines solutions hors site dans nos programmes. Enfin, la dernière action, elle est orientée sur l'offre de logements spécifiques, en considérant que sur ce type de produit, notamment les logements, les résidences étudiants, on est amené à concevoir des opérations qui sont quand même relativement tramées. À l'intérieur, les logements sont toujours conçus de la même façon quand on est en traditionnel. Donc, autant s'imaginer faire appel à des solutions, notamment en 3D, pour ces logements spécifiques et être là encore dans cette logique de programmation pluriannuelle sous la forme d'accords cadres. Donc voilà, en 15 actions, comment on s'y prend pour atteindre notre objectif en 2030 d'une opération sur deux qui intègre des solutions hors site. Donc un programme qui s'appuie beaucoup sur évidemment la définition d'une trajectoire avec des jalons, sur le fait qu'on porte l'accent sur la formation, la montée en compétences et la certification de nos collaborateurs. On se lance donc dans un premier accord cadre pour commencer à intégrer dans les pratiques le recours aux solutions hors site. Et on se donne les moyens de décider et d'être pleinement éclairé quand on est amené à valider une opération avec donc l'outil de faisabilité et les indicateurs qui permettent de mesurer comment on embarque le hors-site. Le sourcing dynamique pour connaître toutes les solutions qui existent aujourd'hui sur le marché ou qui peuvent apparaître sur le marché. Et puis cet observatoire des coûts pour avoir le plus souvent possible un comparatif entre construction traditionnelle et construction hors-site. Et on considère que progressivement, la massification de ces actions va nous permettre d'avoir un levier et de peser sur les coûts. C'est d'autant plus important qu'en France, on est sur une réglementation qui est de plus en plus exigeante avec le temps sur la dimension environnementale et il est vraisemblable que les process hors site
constitueront une partie de la solution pour respecter cette réglementation. Et là, vous avez une illustration de l'accord cadre salle de bain préfabriquée sur lequel on est en train de travailler, avec aussi une logique de gamme qui permet à la fois de couvrir nos besoins dans le logement social, mais pourquoi pas aussi de permettre à nos promoteurs d'utiliser cet accord cadre. Voilà, j'en ai terminé. Je pense que au-delà de cette action qu'on mène au sein du groupe Polylogie, l'étape ultime de tout ça, ce sera d'être en capacité de s'organiser entre différentes maîtrises d'ouvrage. Et ce que j'ai présenté sur les logiques d'accord cadre, l'idéal, c'est que dans 4 ou 5 ans, on soit en capacité d'avoir la même approche, mais à l'échelle de plusieurs groupes de bailleurs sociaux, par exemple, qui seraient en capacité du coup de donner une visibilité encore plus importante sur les volumes et les quantités qu'on serait en capacité d'acheter en hors-site. Voilà, j'en ai terminé, Pauline. Merci beaucoup Cédric pour cette présentation que j'ai trouvée très éclairante par rapport à la feuille de route notamment que vous suivez au niveau du groupe. Je propose qu'on passe à des réalisations concrètes maintenant avec, encore plus concrètes en tout cas avec Paul Sachot qui est directeur innovation chez Est Métropole Habitat, pardon, et qui va donc nous présenter notamment 2 projets assez emblématiques pour Est Métropole Habitat en termes de rénovation. Donc, Paul, je te cède la parole. Merci, le temps que je partage mon moment. Voilà, on t'entend pas très bien. Là, vous m'entendez mieux? Parfait. Voilà, donc je me présente, je suis Paul Sachot. Alors, je suis enchanté d'être nommé directeur. Non, je ne suis que chargé de mission, expérimentation et financement au sein d'Est Métropole Habitat. Est Métropole Habitat, on est un bailleur social sur la région lyonnaise. Nous gérons 17 000 logements et nous avons une programmation de réhabilitation de près de 350 logements par an. Et pour cela, on a voulu tester, expérimenter une démarche qui s'appelle la démarche Energy Sprong, le saut énergétique. Et l'idée, ça a été non seulement de tester cette démarche-là, mais aussi de travailler aussi autour de la question des matériaux bas carbone. Donc, je vais vous présenter une opération, puis je vais vous citer la deuxième qui est en cours. Donc là, la première opération, c'est une opération de 988 logements. On est en label BBC, on est sur des matériaux bas carbone. Je vais vous en présenter tout à l'heure les éléments. Le délai de chantier pour 988 logements en site occupé est de 19 mois, alors qu'il aurait dû être environ de 48 mois. Donc c'est autant de gêne en moins pour nos locataires. Le système utilisé, c'est des panneaux préfabriqués grâce à un scan 3D des façades. Et pour le coup, c'est le premier projet d'ampleur Energy Sprong à l'échelle de la France et de l'Europe sur des bâtiments collectifs. Et en prime, on aura même eu un prix sur le BIM d'argent sur la modélisation de cette résidence. Donc là, on est sur une double résidence, la résidence Noiret et Grand-Bois, où donc on a 9 bâtiments. On est sur des bâtiments, pour certains, jusqu'à du R+10, R+11. Donc la démarche dans laquelle on s'est inscrit était la suivante, c'est de dire, pour arriver à obtenir des tarifs intéressants, on s'est dit il fallait mettre du volume. C'est pour ça qu'on est parti sur 1000 logements, mais ça peut être beaucoup moins, ça peut être beaucoup plus. Mais bon, voilà, on avait une résidence qu'on venait d'acheter et qu'on devait rénover, donc c'était l'occasion d'eux. On est parti dans une démarche où on est allé, d'un point de vue code des marchés publics, sur un conception-réalisation en dialogue compétitif. Pourquoi? Parce que on n'avait pas forcément la solution technologique sur étagère. Et nous, on voulait une obligation de résultat à la fin, en termes d'efficacité, de performance et de solutions techniques pour arriver à ce travail autour de la préfabrication. Donc on a fait un conception-réalisation avec une entreprise générale, 4 architectes, un bureau d'études, une maîtrise d'œuvre sociale et l'industriel. L'industriel qui a été mis dans la boucle depuis le début du projet. Là-dessus, on a fait, donc je vous mets un peu la liste des travaux, isolation des façades, isolation des vides sanitaires, réfection des étanchéités en toiture, remplacement de la VMC, révision des menuiseries parce qu'elles étaient assez récentes. Partie commune, on a refait un peu dans les parties des halls d'entrée, l'accessibilité. Et après, dans les logements, on a fait mise en sécurité électrique,
On a remis en adaptation 10% des salles de bain pour que les personnes vieillissantes puissent rester dans leur logement. Et on a agrandi, voire créé des balcons sur les façades. Et en prime, on a mis un bouquet de travaux à la disposition des locataires. Le groupement qui a été retenu, c'était donc Citinea, Vinci Construction France. Les 4 architectes sont BBC Architectes, ITAC, Atelier 127 et WRA. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi on a fait le choix de mettre 4 architectes? C'était parce qu'on voulait une diversité d'architecture sur le quartier. On ne voulait plus le copier-coller comme dans les années 70 ou 60 quand ça a été construit. Et on voulait quand même une cohérence, voilà, que ça ne fasse pas trop patchwork non plus, et qu'il y ait une cohérence et qu'ils arrivent à s'entendre entre eux pour savoir quels sont les éléments variables et invariables. Et pour le coup, ils ont très bien pu s'entendre entre eux, donc ça c'était vraiment top. Et c'est ce qui a vraiment rendu, vous allez voir les images, une résidence vraiment de qualité. Parce que nous, on considère que pour le coup, le logement social ne doit pas être considéré comme un sous-logement, mais vraiment à part entière en termes de qualité, comme à une copropriété privée, voire même mieux. On considère que si on tire la qualité architecturale vers le haut, on remet la fierté d'habiter dans son quartier et ça participe à l'amélioration de la vie dans nos quartiers. On a été accompagné par Bricologie, qui est une association d'auto-réhabilitation qui accompagnait les locataires qui voulaient faire des travaux en plus chez eux, notamment de remise en embellissement. Les Cités d'Or sur l'accompagnement des locataires, Bureau Maté en bureau d'études, Milieu Studio pour la partie HQE et DPS sur la partie économiste et Arbonis sur la partie préfabricateur. Donc, le fonctionnement, c'est on scanne le bâtiment, on le remodélise en 3 dimensions, on vient récupérer cette modélisation. Ça fait que ça nous permet d'avoir le détail de la fenêtre du 6e étage et décalé de 2 cm. Tout cela, on va pouvoir l'intégrer dans la maquette BIM, qui derrière nous permettra de déterminer le positionnement exact au millimètre près des pattes de fixation. Vous allez voir un petit peu après sur la vidéo. Et on va venir poser ces panneaux préfabriqués. Et ce qui est intéressant, c'est que on ne va pas être sur une standardisation. On va standardiser le traitement de l'ossature, mais après, on va avoir des traitements dissociés des finitions de bardage en fonction des attentes de chaque architecte. On va retrouver un petit peu là sur les images de l'opération. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les images, vu qu'on a intégré le préfabricateur dès le début de l'opération, on a des images qui sont conformes à ce qui a été posé. Donc, il n'y a pas de bavette en plus, il n'y a pas de corniche en plus. Tout ce qui était censé être mis ont été mis dès le début dans les images concours. Donc, c'est ce qui fait qu'en tant que maître d'ouvrage, c'est assez agréable, c'est d'avoir un bâtiment qui est conforme à ce qu'on nous a vendu. Là, je vous ai mis quelques photos. Donc, on a fait un mix entre des façades préfabriquées et des façades en méthode classique. On a commencé à tester en 2018-19 des façades avec notamment en isolation sous-enduit à base de fibres de bois qu'on a pu généraliser après sur l'autre opération, que je vous présenterai après. Et là, on voit des panneaux préfabriqués qui sont composés de la manière suivante. Donc, c'est des panneaux qui restent sur des gabarits routiers. Sur la première opération, on avait mis les panneaux sur camion. On attendait que les panneaux soient déposés du camion et après le camion repartait à l'usine. Là, depuis, sur la nouvelle opération qu'on est en train de faire de 930 logements sur le quartier de Saint-Priest à Villeurbanne, à côté de Villeurbanne, je veux dire. Là, on a créé un rack où comme ça, le camion vient, pose le rack et repart directement. C'est-à-dire qu'on peut poser sans être contraint de l'arrivée ou non des camions, les façades. On est sur des panneaux qui font 2,70 par 11,90, qui nous permet de rester dans un gabarit routier et éviter le convoi exceptionnel. On est sur une ossature bois, on est sur un isolant qui est à base, dans cette opération-là, d'Ecopex, c'est un isolant à base de bouteilles de plastique recyclées. On a été amené à faire un avis technique et expérimental de chantier, parce que c'est des produits qui n'existent pas sur le marché, qui ne sont pas certifiés. Et on a une certification sur à la fois le panneau et le système de fixation. Donc, vous pouvez voir quelques chiffres. On a industrialisé 42% des façades. On a pu travailler avec des bois français ou écolabellisés. On avait l'usine pas très très loin
Donc, on a pu limiter l'impact carbone du transport. Et surtout, le montage a été d'une rapidité dingue. Vous allez voir un petit peu plus loin, je vous mets quelques chiffres clés. En gros, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur, pour 100 mètres carrés, la pose classique d'une isolation sous enduit, c'est 3 semaines. En façade préfabriquée, c'est 3 jours. En termes de bruit de gêne pour le locataire, c'est 650 percements pour 100 mètres carrés. Quand une façade préfabriquée, c'est 150 percements. Et la dernière opération qu'on est en train de faire actuellement, on est même passé à 75 percements pour 100 mètres carrés. Donc on a réussi à optimiser. Les coûts, certes, aujourd'hui, sont un peu plus chers, mais parce qu'on était les premiers. Donc l'enjeu de demain, c'est de se dire, si moi, tous les mois, je vais acheter une voiture chez un constructeur, il va me faire payer le tarif plein pot. Si par contre, chaque année, je dis, j'achète 12 voitures, il va me faire un petit tarif. Si par contre, je me dis, tous les bailleurs confondus, on dit, on veut acheter ce type de produit sur les 10 prochaines années, on va avoir un tarif bien plus optimisé. Donc l'enjeu, ça va être de se dire, pas forcément de travailler seul dans son coin, mais c'est plutôt de travailler en interbailleur, comme a pu déjà faire les Pays de la Loire en France et la région où je suis, sur la région Auvergne-en-Alpes, avec la démarche START. L'enjeu, il est là. Il est là, c'est clairement plus cher que de la façade classique, mais on va pouvoir optimiser le délai de chantier. Là, je suis en train de faire une opération donc, de 930 logements. C'est pareil, 19 mois de chantier. On fait encore plus de travaux dans les logements. On leur refait toutes les salles de bain, on refait toutes les colonnes. Je peux vous dire que les locataires apprécient énormément la rapidité d'exécution. Parce que sur les façades, vous n'êtes plus obligé d'avoir un échafaudage fixe qui va rester pendant 6 mois, 1 an devant vos fenêtres. Mais là, vous partez en vacances pendant une semaine, vous revenez, votre façade a été refaite. Donc c'est vraiment ça qui est très, très important. Sur cette opération qu'on est en train de faire actuellement, qu'on va livrer en septembre, c'est donc 930 logements sur 27 bâtiments, même 28 bâtiments. Donc c'est énorme, c'est beaucoup moins de grands bâtiments, c'est plutôt des bâtiments assez allongés, à part quelques tours. Et là, pour le coup, on a travaillé sur du 75%, même 80% d'isolant sous-enduit à base de fibres de bois. Et les panneaux préfabriqués sont composés de panneaux fibres de bois. Pourquoi on n'est pas passé à 100%? Parce qu'en France, et certainement en Wallonie, vous avez peut-être les mêmes contraintes, c'est qu'au-delà de 28 mètres, on n'a pas le droit de mettre de matériaux bas carbone, enfin biosourcés. Et donc, on est obligé de travailler sur de la laine de roche, n'ayant pas la possibilité d'avoir de certification. Coût de l'opération des 988 logements, 25 millions, donc comprenant l'ensemble des coûts, aussi bien des maîtrises d'œuvre, des travaux, façade et intérieur. Sur l'opération que nous avons actuellement en chantier, nous sommes à un coût global de 62 millions, ce qui est un coût assez important, surtout pour notre office qui avons un chiffre d'investissement de près de 100 millions annuels, donc ça représente vraiment des grosses sommes. Voilà en gros ce que je peux vous présenter. Donc ça a été dur, c'était compliqué. On s'est cassé les dents sur pas mal de choses, notamment avec le bureau de contrôle, mais on s'est beaucoup appuyé de nos premières expériences sur la deuxième expérimentation qu'on est en train de finaliser. On a des systèmes plus performants, qui sont plus rapides, plus précis et moins chers pour le coup. Donc l'enjeu, il est vraiment de continuer dans cette démarche-là, et c'est comme ça que s'inscrivent mes confrères bailleurs sur ma région. Je vous propose une vidéo qui fait un peu une synthèse de cette présentation. Hop, je vous remets la vidéo. Voilà. Donc là, c'est une vidéo qu'on a réalisée pour l'opération de Noirettes. On est en train de faire celle de Bel Air. Donc là, ça rappelle donc la position des deux sites comme je vous ai présenté précédemment. Vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller jusqu'à l'usine de préfabrication. On va voir les panneaux aussi s'installer sur les façades. Donc là, on voit bien le bâtiment avec les façades qui sont préfabriquées, les façades sur les parties blanches qui seront des façades sous enduit, qu'on voit. Ils sont en train de préparer les solutions d'isolant. Et là, on voit les panneaux monter. Et c'est vrai que
faire près de 100 mètres carrés par jour, c'est assez rapide. On voit les panneaux isolants à droite qui sont en train d'être posés et les panneaux dans la foulée. Donc là, on a les panneaux et après, on revient avec la nacelle pour faire tous les joints de finition. Solution qui n'a pas été retenue pour le deuxième chantier, où on vient directement avec les finitions et les bavettes déjà posées en usine. Donc on a vraiment optimisé. Là, on est sur 2 élingues. Depuis, ils ont créé un palonnier qui permet d'éviter que les lingues viennent toucher la façade. Ça permet d'avoir un niveau de justesse lors de l'application des panneaux. Donc on retrouve voilà, la préfabrication des panneaux. Donc là, on était sur de l'aggloméré de bois. Maintenant, on est passé en OSB. Là, c'était de l'isolant Ecopeg. C'est des bouteilles de plastique recyclées. Donc on est sur un déchet qui est retransformé. On vient mettre le pare-vapeur. De l'autre côté, on va retrouver le pare-pluie qui va venir se mettre juste en dessous des bardages. Là, on avait fait le choix sur cette vidéo-là. On voit en fait un panneau test où on est venu mettre tous les échantillons de revêtement de bardage qu'il y aurait sur le chantier. Donc, on va retrouver à la fois du Viroc, c'est des bardages à base de bois béton. On a de la vêture métal, on a de l'équitone. Voilà, il y a un petit peu toutes les différentes solutions possibles qui ont été mises en œuvre. Donc là, on voit le rendu de la façade. On est donc label BBC, comme je vous l'avais évoqué. L'enjeu, il est dans cette démarche EnergySprong, qui est le saut énergétique, comme je disais, qui était à la base de faire un bâtiment autonome en énergie, garanti pendant 30 ans. Ça marche bien sur des petits bâtiments. Dès qu'on est sur des grands bâtiments, en fait, la question, elle doit se porter plutôt à l'échelle globale, dans une démarche où on va dire la question de l'énergie doit être traitée à côté, donc on va isoler au maximum. On va travailler la production d'énergie, de chauffage le plus décarboné, donc on est sur du chauffage urbain qui est sur de l'énergie renouvelable. Et on a de grandes poches de parking. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre sur les poches de parking des ombrières photovoltaïques, là où il n'y a pas trop d'ombrage, pour pouvoir compenser l'empreinte carbone et de la consommation d'énergie, pour arriver à faire plutôt un quartier zéro énergie que forcément un bâtiment zéro énergie. Voilà pour ma présentation. Pauline, je te Oui. laisse la main. Parfait, merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup, c'était très éclairant d'avoir des retours d'expérience concrets. Je propose de passer aux questions-réponses. Donc, si les orateurs veulent activer leur caméra pour répondre aux questions, vous êtes les bienvenus. Je propose de démarrer cette session de questions-réponses avec une question qui se focalise sur d'autres systèmes de préfabrication que les façades. En l'occurrence, ici, la question se posait sur l'utilisation de la préfabrication pour des travaux intérieurs, et savoir si vous avez des retours d'expérience à ce sujet. Je peux prendre la parole si vous voulez sur les travaux intérieurs aujourd'hui. Alors en neuf, aucun sujet là-dessus, puisqu'aujourd'hui on utilise beaucoup alors des kits agencement pour tout ce qui va être résidence gérée, donc où on peut avoir des kits qui arrivent pratiquement complètement finis sur l'aménagement intérieur des logements. Ensuite, on a bien évidemment des salles de bain, où là on voit qu'on peut aller réduire on va dire les interfaces entre l'eau sur le chantier de manière drastique. Et là, c'est vraiment une solution qui est en train d'émerger et qui est d'ailleurs dans certains pays déjà utilisée à plus de 80% pour le logement social. Et en rénovation, on a également la mise en place, notamment dans le cas de milieux amiantés, de kits de rénovation en sous-section 4 qui permettent de rénover à l'intérieur de logements en moins de 48 heures des logements en site occupé. Donc c'est extrêmement intéressant. Voilà, si Cédric et Paul veulent compléter. Rien de plus de mon côté. On a testé de la préfabrication sur du neuf. On a fait des modules d'habitation pour de l'habitat d'urgence sur des fonciers en attente de devenir. Donc on a testé pas mal de solutions d'habitation en 2D, 3D.
Ce qui est assez intéressant, c'est que même on a une opération une opération en 3D qu'on a montée. C'est un immeuble de 2 étages, rez-de-chaussée plus 2 étages, donc 3 niveaux, que l'on a monté en 2021, qu'on a démonté en 2024 et qu'on a réinstallé sur une autre résidence. Et c'est intéressant parce qu'in fine, on ne savait pas trop comment le bâtiment allait vieillir. Et in fine, ça vit plutôt pas mal. On n'a pas eu trop de craquelures, pas eu trop de problématiques à l'intérieur. Et donc, tous les éléments préfabriqués ont plutôt bien vieilli. Merci beaucoup pour ce retour très concret. Vis-à-vis de la question de la modularisation des dimensions, on avait une question sur le système Mozart à utiliser éventuellement pour produire des éléments réutilisables dans plusieurs projets, puisqu'on a évidemment l'enjeu d'éviter que chaque projet revienne à du prototypage spécifique. Je ne sais pas si l'un de vous a des éléments à apporter par rapport à cette question. Alors, Paul, Alors, pour résumer, le système Mozart, c'est un système de enfin, c'est un système de conception paramétrique. Hmm. Je pense que ça peut vous intéresser dans la réponse. la réflexion pour le neuf, je trouve que ça a du sens. Sur la réhab, justement, c'est l'intérêt de cette modélisation, c'est que quand on a modélisé en maquette BIM, on a vu toutes les imperfections et les adaptations qu'il y avait à faire. Donc, il y a des choses qu'on peut adapter sur chantier. Donc, ça fonctionne plutôt pas mal. Et après, le fait d'avoir un scan et d'avoir une modélisation, en fait, à l'usine, il positionne, mais que la fenêtre soit décalée de 2 cm, ça ne bloque pas la chaîne de préfabrication. Alors, sur la réhab, on est obligé de positionner chacun des panneaux. Ils ont un numéro de série, ils ont un positionnement exact. Donc, la question, c'est soit je fais une coque et je viens uniformiser, mais on risque d'avoir des problèmes d'alignement avec l'existant. Donc, c'est toujours la difficulté de l'existant. Je pense que le système Mozart doit plutôt bien fonctionner, je pense, plus sur des solutions neuves. Et là, je trouve que ça a du sens, effectivement. Il n'y a pas besoin de réinventer l'eau chaude. L'idée, c'est surtout de rassurer les architectes, de dire, c'est pas parce qu'on vient préfabriquer qu'on vient vous enlever votre capacité de créer, d'innover. Là, je vois les architectes qui ont travaillé sur nos projets, ils se sont pas sentis contraints, mais ils ont plus vu comme une opportunité les règles que le préfabricateur allait donner. Et ça leur a amené à une réflexion différente. Donc, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça vient vraiment compléter une offre que les architectes n'avaient pas forcément. Donc, je trouve ça plutôt gagnant-gagnant. Oui, tout à fait. Pour confirmer tes propos, nous avions accueilli Cap Construction en Wallonie, Guillaume Hanoun, hein, qui était venu nous expliquer en tant qu'architecte voilà, ce que ça avait apporté aussi à sa pratique. Donc, ça complète assez bien la conférence que nous avions organisée à ce niveau-là. Nous avons reçu aussi 2 questions un peu plus d'ordre réglementaire sur les différences forcément réglementaires entre la France et la Wallonie. L'une justement sur la question de la responsabilité des architectes tout au long du projet, puisque au niveau des réglementations et des responsabilités, il y a probablement des différences. Et il y avait également une question sur les standards de logement public qui peuvent représenter éventuellement des contraintes. Donc voilà, la question de responsabilité en France au niveau Il semble que Pauline est buggée, c'est ça? Ouais, j'ai l'impression que je tu ne pense l'es que- pas. Ah, voilà. Ah, ça y est, Pauline est revenue. C'est bon, Pauline est revenue. Voilà, excusez-moi. Je sais pas. Donc, du coup, la question qui était posée, c'était au niveau de la responsabilité des architectes et les différences. Si vous Ah, avez une question, n'hésitez pas à plutôt l'écrire dans le chat si vous voulez bien. Merci. Ok, une main levée. Je ne sais pas qui Sur souhaitait les- répondre à cette question. Sur les archis, on a, en tout cas, dans notre activité de bailleur social et comme tout maître d'ouvrage public, il y a un rôle important de l'architecte de toute façon. Et l'enjeu, c'est vrai que moi j'ai beaucoup insisté sur la montée en compétences chez nous, du côté des responsables de programme pour la maîtrise d'ouvrage. L'idée, c'est aussi qu'on puisse embarquer au maximum les maîtres d'œuvre avec nous dans ces réflexions. Et donc, les architectes, un certain nombre sont d'ores et déjà convaincus de l'intérêt des solutions hors site.
Et c'est aussi nécessaire d'adapter le cadre de conception de nos opérations en conséquence. Euh, on peut utiliser plus facilement, en tout cas en construction neuve, mais je pense que c'est un peu pareil en réa, la conception-réalisation, c'est une manière aussi de faire bosser l'architecte dans un partenariat avec le fabricant de la solution hors site le plus en amont possible, de manière à ce que finalement on optimise l'utilisation des solutions hors site dans le projet dès son lancement. Alors que habituellement, en tout cas en France, c'est comme ça, je ne sais pas en Wallonie, mais on va plutôt choisir d'abord le maître d'œuvre, l'architecte qui va réfléchir au projet, concevoir un projet, puis ensuite on va faire appel sous la forme d'une deuxième consultation aux différentes entreprises qui vont intervenir, soit en entreprise générale, soit avec un allotissement. Mais c'est finalement dans l'ordre classique d'une opération, on a d'abord l'architecte et ensuite on va chercher les constructeurs. Dans la conception-réalisation, on fait en sorte que les deux travaillent ensemble dès le point de départ. Oui, exactement. Est-ce que quelqu'un souhaite compléter? Paul ou Pierrick? Non. Une autre question liée à la réglementation, c'était notamment sur tout ce qui était construction bois, puisqu'en Wallonie, on a une limitation en termes du nombre d'étages qu'on peut mettre en place. Est-ce que en France, vous avez également cette limitation et éventuellement des solutions à nous partager pour qu'on puisse passer au-delà de ce frein-là? Et d'autre part, il y a évidemment la question évidemment pompiers liée au bois, qui est une question plus large que le hors-site, mais en tout cas qui est posée dans le chat. Bah, là-dessus, je peux positionner la réponse aujourd'hui en France. Alors, on a exactement la même problématique, qui en fait est une problématique sécuritaire importante, qui est dictée notamment par les pompiers en France. Euh, on a une réglementation en gros qui n'est pas trop restrictive et où la plupart des constructeurs savent construire jusque en fait en deuxième famille de logements. Pour les ERP, on n'a pas trop de difficultés à partir du moment où on n'a pas des établissements recevant du public de trop grande taille. Par contre, on a effectivement de grosses problématiques dès qu'on passe en ce qu'on appelle troisième famille de logements. En gros, à partir du moment où on est en R+3, R+4 et bien au-dessus, avec en fait des réglementations qui se sont mises en place sur les masses combustibles mobilisables. En face de ça, plusieurs solutions, soit des fabricants de matériaux ont mis en place des produits de protection du bois qui permettent d'éviter de créer de la masse combustible. Et la filière est en train de s'organiser pour mettre en place des standards interopérables, donc en gros des standards fournis par la filière, pour que les concepteurs puissent savoir comment concevoir un immeuble qui correspond aux règles dictées et par les normes et par les pompiers. Mais on a la même problématique, on est tous pareils. Oui, c'est ça. Sur Lyon, on a une tour en bois qui a été construite avec un noyau béton pour l'escalier et l'ascenseur, et le reste est en CLT. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a en France, oui, on a des services pompiers qui sont extrêmement exigeants, et le CSTB, qui est l'organisme de certification en France, qui est extrêmement exigeant aussi sur la question de la sismicité. C'est-à-dire qu'on a des zones en sismique 2, sismique 3, donc avec des forts risques. Et ce qui est intéressant, c'est que les essais au feu, les essais Pirée qu'on a pu avoir, montrent une très grande résistance au feu. Et notamment, on a eu un incendie sur la résidence que je vous ai présentée là, un incendie dans un appartement. Ça peut arriver. Les flammes ont vraiment tout brûlé à l'intérieur. Et sur la façade, seule la peau de bardage a dû être remplacée. L'ossature n'a pas été touchée. L'isolant n'a pas été touché. Et grâce à, en fait, ce qui est demandé maintenant à chaque étage, c'est une lame en aluminium qui vient recouper pour éviter la transmission du feu. Et la lame coupe-feu a joué son rôle. Et pour le coup, on a juste eu à remplacer les panneaux de bardage. On n'a pas besoin de démonter la façade en ossature bois. Donc c'est extrêmement résistant. Et c'est aussi pour ça qu'on est obligé de passer par ce qu'on appelle ces fameux avis techniques expérimentaux, c'est-à-dire que c'est pour tout ce qui est technique non courante que l'on doit faire toute une certification au feu, à la sismicité et à la résistance mécanique pour être sûr que derrière on puisse être assuré.
Donc nous, on n'acceptait pas de faire des solutions qui ne soient pas conformes et qui ne soient pas assurables, surtout. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Paul, pour ce retour d'expérience. Une question évidemment à laquelle on pouvait s'attendre aussi liée à la concurrence, notamment chinoise, pour proposer des éléments préfabriqués sur le marché européen. J'ai vu, Pierrick, que tu avais initié une réponse. Est-ce que tu souhaites Oui, compléter je peux cette réponse compléter. écrite? Merci. Euh, La discussion depuis tout à l'heure vient complètement alimenter la réponse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le bâtiment est quand même ancré dans des enjeux locaux, d'architecture, de biosourcés, de réglementation extrêmement spécifiques suivant les régions dans lesquelles on va construire. Aujourd'hui, du coup, on observe une standardisation, mais qui finalement est à faible échelle. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, l'Asie s'empare du sujet de la construction hors site en Europe, avec notamment des nouvelles normes sur lesquelles elles ont pris le lead sur la standardisation des réglementations de la construction modulaire. En France, il y a une association qui s'appelle l'ASIM, et donc avec Filière hors site, ils se sont mobilisés pour aller en Chine il y a quelques mois pour participer au groupe de travail sur ces réglementations. Ce qui semble assez clair, c'est que pour l'instant, euh, la multiplicité des réglementations locales empêche la massification de produits venant de très loin. Et c'est là où le rôle des concepteurs est pour moi primordial. C'est qu'en fait, le concepteur doit préconiser un hors-site local, décarboné, qui va utiliser les matériaux disponibles dans la région ou en tout cas dans un périmètre assez faible et générer des externalités positives bien au-delà de juste on construit un hors-site avec des boîtes. Enfin, on va un peu plus loin que ça. Donc en fait, on voit émerger des solutions. Pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas du tout de prise parce que les volumes ne sont pas du tout massifs pour générer un appel d'air côté Asie. Et moi, c'est souvent ce qu'on dit aux filières qui s'organisent dans les régions. La concurrence asiatique et la qualité demandée aujourd'hui crée plutôt un enjeu positif pour l'Europe à l'heure actuelle. Est-ce que dans 10 ans, ce sera encore le cas? On est bien trop tôt pour pouvoir se positionner. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si Cédric ou Paul, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, pas sur ce sujet. On va passer à la question des coûts, et notamment au niveau du surcoût pour des projets finalement d'innovation à la base pour les sociétés de logement public. Comment est-ce que, notamment, je pense que c'est plutôt une question pour toi, Paul, vous avez pu financer ces surcoûts? Alors, plusieurs choses. Moi, c'est un peu ma casquette, hein. Je suis en charge de tout ce qui est expérimentation et recherche de financement. Donc l'enjeu, ça a été justement, quand on est sur des sujets d'innovation, on a pas mal d'acteurs qui sont prêts à associer leur nom avec cette innovation. C'est ce qui nous a permis d'obtenir des subventions qui ont permis de couvrir le surcoût de ces innovations. Donc, en grande partie, on va dire, en grande partie, aussi bien sur la dernière opération que sur la précédente. C'est pour ça qu'on est constamment à l'affût des appels à projets du département, de la région, des communes, mais aussi de l'Europe. Parce que grâce au FEDER ou des projets comme H2020 ou au projet LIFE de l'Europe, on a tout à fait la possibilité de se faire financer ces opérations-là. Donc l'enjeu pour moi, c'est toujours d'avoir ce petit train d'avance, de voir qu'est-ce que la réglementation va amener, qu'est-ce que les appels à projets de subvention vont amener pour que j'essaie de coller mes ambitions que EMH veut porter dans une capacité financière acceptable. Oui, tout à fait. Je me permets d'ajouter que ici, au sein des participants, il y a un écosystème wallon aussi assez vivace, si vous souhaitez, qui fait ce travail de veille pour vous. Et donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à entrer en contact avec Cap Construction ou d'autres acteurs qui sont présents aujourd'hui en tant que participants à ce webinaire. Eh bien, pour continuer sur la question des coûts et de l'abordabilité, des questions forcément liées à la réalisation
dans un délai plus court et la question de voilà, comment est-ce qu'on arrive à une opération équilibrée au final et comment est-ce qu'on pourrait éventuellement limiter les pertes liées à ces surcoûts. Alors ici, on est sur des opérations innovantes, mais comme l'idée, c'est évidemment de généraliser, massifier ces opérations. Je sais que Pierrick, tu souhaitais réagir. Tu avais en partie réagi déjà dans le chat. Oui, alors sur l'équilibre des coûts, après, je laisserai les organismes sociaux autour de la table réagir. Mais déjà, il faut parler d'un coût, et ça me semble intéressant dans le cadre du groupe de travail, de comparer ce qui est comparable avec les mêmes réglementations thermiques, les mêmes objectifs de décarbonation, les mêmes objectifs de temporalité sur la réalisation des projets. Donc ça, c'est le premier sujet. Effectivement, si on cherche à obtenir le coût équivalent des réglementations thermiques des années 2000, donc il y a plus de 20 ans, effectivement, on n'y arrivera pas. Donc déjà, il faut parler de la même chose. Ensuite, aujourd'hui, on le voit chez les promoteurs et les exploitants, l'impact sur le TRO et le RI, le TRI et le RO des promoteurs immobiliers est absolument énorme puisque vous allez gagner en temps de mise à disposition des logements, vous allez louer plus tôt et ensuite on va avoir aussi un temps de gestion des GPA et des OPR qui seront bien différents. Donc ça doit être pris en compte dans les projets. Et ensuite, nous, on le voit aujourd'hui sur la dizaine d'opérations qu'on a en cours sur la France entière. Le coût peut être équilibré à marché équivalent, c'est-à-dire à objectif thermique et carbone équivalent avec de la construction traditionnelle. Il faut juste qu'à un moment donné, effectivement, le concepteur s'empare correctement du sujet du hors-site. Et comme on le dit, nous, assez fréquemment aux concepteurs et aux maîtres d'ouvrage, un projet qui a été conçu en traditionnel aura des coûts bien plus importants que ce qui est en construction hors site. Aujourd'hui, sur des constructions qui ont été pensées en hors site dès le départ, on a des surcoûts qui peuvent varier de 3 à 6%. Sur une enveloppe globale de conception-réalisation, on est vraiment sur des toutes petites choses. Paul et Cédric, je vous laisse réagir, hein, mais voilà. Cédric, vas-y. Oui, alors c'est quelque chose dont on a bien conscience et justement, on ne veut pas tuer la dynamique en donnant de mauvaises informations sur les coûts. Donc, c'est important d'être sur une approche la plus globale possible et donc de pouvoir être en capacité d'évaluer des coûts évités. Ce que vient de dire Pierrick sur les réserves et les GPA, c'est quelque chose qui n'est pas neutre dans le plan de charge d'un bailleur social et qui peut mobiliser un responsable de programme à un certain temps à l'issue de la livraison quand on est en construction traditionnelle. Or ça, quand vous faites un bilan d'opération, vous ne le voyez pas. Même chose sur la capacité qu'on aura à intervenir aussi dans la phase d'exploitation et de maintenance. Bon. Ça, ce sont des arguments difficiles à objectiver puisque dans la mesure où on vient de livrer les premières opérations en construction neuve, c'est quand même compliqué d'apporter un chiffre en face de ça. Mais en tout cas, c'est un argument qu'il ne faut pas perdre de vue quand on compare un montage en hors-site par rapport à du traditionnel. Et après, moi, je crois beaucoup dans un premier temps à la complémentarité et beaucoup insister sur la complémentarité entre les solutions hors-site et le traditionnel. Et c'est là-dessus où on a besoin d'avoir des responsables de programme côté maître d'ouvrage et des archis qui connaissent bien le sujet, justement, pour voir là où il y a une marge de manœuvre assez intéressante pour maîtriser ou optimiser ses coûts en faisant appel au hors-site, et là où il faut rester en traditionnel parce qu'il n'y a pas d'enjeu à aller chercher autre chose que du traditionnel dans un premier temps. Et évidemment, si on compare avec une opération qui est en full 3D avec des éléments structurels 3D assemblés sur place hors site, là, on va avoir des coûts très importants aujourd'hui. Mais c'est logique, puisque de toute façon, on n'est pas encore sur un marché mature avec des industriels qui ont la visibilité sur ce qu'on est capable de faire du côté des maîtres d'ouvrage. Donc, c'est vraiment très important d'y aller pas à pas et de voir ce sur quoi on est capable d'acheter de manière rationnelle et d'intégrer ça dans nos opérations. D'où l'importance d'avoir des gens formés et compétents sur ce sujet. Ce que je trouve en complément de ce que dit Cédric, ce qui est hyper important, c'est qu'il ne faut pas voir juste le coût pour le coût. Il faut voir vraiment dans sa démarche globale. Quand vous dites à un locataire, je vous fais passer d'un chantier de 5 à 6 ans à 19 mois, quand je réduis par 4 vos bruits, quand je réduis de près de 400 tonnes de déchets mon chantier, ça a un impact qui est extrêmement important. Donc la question, ça va être de valoriser ces éléments-là. Moi, j'utilise une grille d'évaluation qui s'appelle la grille RST 02.
du CEREMA, qui est une entité française, qui permet d'avoir une évaluation aussi bien technique, financière, mais aussi environnementale, et qui permet de comparer à la fois le spectre, on va dire, d'une opération classique, dans un certain contexte, et celle du hors-site. Et c'est intéressant parce que ça va venir pouvoir compléter. Et comme dit Cédric, on va pouvoir éventuellement dire, bah tiens, ici, je vais plutôt mettre ça en préfabrication. Sans vous dire que je mets tout, mais c'est peut-être telle pièce ou telle pièce. Je vois une question dans le chat qui est très intéressante, qui dit, mais est-ce que ça rallonge pas la question de faire le conception-réalisation? Et non. Et non, c'est qu'en fait, moi, j'ai fait un conception-réalisation, il m'a duré 2 ans d'études, clé en main. Au moment où je dis je le lance, c'est le moment où on démarre le chantier. Je l'aurais fait en conception classique, il m'aurait fallu 1 an et demi de plus. Et en réalisation, je suis à 19 mois. C'est-à-dire qu'en France, alors je vous donne une petite anecdote, mais en France, les élections sont toutes les 5 ans à peu près dans les communes. Et ben aujourd'hui, vous avez un maire, vous voulez lui dire, bah, est-ce que vous voulez m'accompagner financièrement dans cette opération? Je peux vous garantir qu'avant la fin de votre mandat, cette opération sera livrée et pourrait venir couper le cordon. Et ben ça fait mouche aussi. Et si on cherche des financements, ça peut être une solution. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour des questions. On est 2 minutes au-delà du timing qui était prévu. J'ai promis à Abdeselem de lui céder la parole 1 ou 2 minutes si c'est possible pour un retour d'expérience avant de clôturer le webinaire. Je vous en prie. Oui, bonjour et merci de me donner ce petit temps d'échange. Simplement pour faire ce retour d'expérience, on a échangé avec Orsite sur ces sujets-là et je partage complètement donc, tout ce qui a été introduit par Pierrick sur les délais, les nuisances, etc. Bon, la question du biosourcé sur cette nouvelle façon de concevoir et de construire. Alors, Alpizar Habitat, donc en France et dans le département de l'Isère, on est le principal donneur d'ordre en logement social. Et ce sont des orientations qui nous intéressent à prime abord. D'abord pour toutes les questions de délai, de qualité, de maîtrise de toutes les garanties, des GPA, enfin tout ce qui a été dit. C'est quelque chose qui est maintenant évident. Donc moi, je voulais faire part de ça. Dire aussi que ça vient vraiment cranter et ça correspond complètement à notre philosophie de construire en intégrant des axes stratégiques, donc la biodiversité, le bas carbone, tout ça est complètement compatible avec cette nouvelle façon de concevoir et de construire nos logements sociaux. Donc voilà, donc ce qu'on souhaite nous aujourd'hui, c'est aller plus loin en facilitant donc les modes opératoires réglementaires, donc la conception, réalisation éventuellement, ou pas que. Donc ça peut être une question, on en parlera probablement avec Pierrick en aparté. Donc voilà, c'était un peu ce retour. On a, nous, monté une première opération, ou même 2 opérations complètement en autonomie sur du modulaire qui a été réalisé à 100%, enfin 85% en usine, donc hors site et livré sur site, sur chantier. Donc c'est une première opération avec des plus et des moins. Et on va essayer de la bilanter pour savoir si c'est quelque chose qu'on peut améliorer. Probablement, j'en suis même convaincu. Donc voilà, c'était simplement pour vous faire partager ces témoignages et ces retours d'expérience. Merci. Parfait, je vous remercie beaucoup. Donc effectivement, la technique des petits pas, en tout cas, pour se lancer dans des opérations hors site et la possibilité, évidemment, de vous faire accompagner par un écosystème qui se met en place, actuellement mené par cette mission de Cap Construction, mais aussi par des projets innovants menés par Cap Construction et les partenaires, comme vous l'avez vu dans le paysage que j'ai dressé en début de webinaire. Donc je vous remercie pour votre participation nombreuse. Je vous invite à suivre Cap Construction sur LinkedIn, à rejoindre l'écosystème hors site et je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous. Vous retrouverez l'enregistrement très prochainement sur YouTube. Bonne journée à toutes et tous et merci beaucoup. À très bientôt.